Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter ce nouveau podcast Grand Témoin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir monsieur Dominique Perrault. Bonjour. Bonjour. Je suis autour de la table, comme d'habitude, avec Muriel Carbonnet. Bonjour Muriel. Bonjour Colin. Nous allons donc passer sur de vastes sujets comme donc, votre carrière, votre vision de l'architecture, mais aussi l'opération Tandem et ce rapport entre art et architecture en passant par le village olympique. Mais je laisse Muriel commencer cette interview. Bonjour Dominique Perrault. Pouvez-vous revenir brièvement sur votre carrière? Vous êtes connu surtout au niveau du grand public pour la bibliothèque François Mitterrand. Pouvez-vous revenir un petit peu sur ces années et ces décennies de carrière? Oui, c'est une carrière en tranche de 10 ans à peu près, puisqu'il y a une dizaine d'années pour faire des études, devenir architecte, commencer à exercer un petit peu, à travailler. Une dizaine d'années grâce à la bibliothèque et à cause de la bibliothèque concentrée et consacrée à ce grand projet. Et puis ensuite, l'exclusion, trop jeune, trop vite, trop fort. Donc il a été servi. Donc le jeune architecte va vers d'autres lieux, vers d'autres continents aussi. Et donc une dizaine d'années à l'étranger avec un certain nombre de projets importants, des projets publics, entre autres, comme la Cour européenne de justice, comme le Vélodrome et la piscine olympique de Berlin, comme le stade olympique de tennis de Madrid, etc. Enfin bon, il y a une liste, et évidemment, on en parlera certainement, l'université féminine de Iwa à Séoul en Corée. Donc, une dizaine d'années à l'étranger, et puis une grande exposition en 2008 au Centre Pompidou, une monographie. Et donc, c'est le retour. Tout le monde pensait que Dominique Perrault n'avait fait que, c'était déjà pas mal d'ailleurs, la bibliothèque de François Mitterrand. En fait, cette exposition, 1200 mètres carrés, donc c'est quand même une surface, il faut la meubler, permet d'accueillir toutes sortes de projets, des projets qui sont des projets de bâtiments, mais aussi des projets d'urbanisme, des projets aussi de matériaux, puisque c'est aussi un des éléments du travail que l'on développe avec Gaël Loriot-Prévost depuis plus de 30 ans, le travail sur le tissu métallique. Donc, retour en France, 2008, là aussi une dizaine d'années à peu près, on peut dire, où des projets français se réinstallent dans notre production. Et puis, les 10 dernières années qui ne sont pas encore achevées, puisqu'il faudra aller jusqu'en 2028, mais nous en approchons, un mix de nouveau, ça c'est assez intéressant et j'aime beaucoup, entre l'étranger et la France. C'est-à-dire que nous avons des projets en France, mais nous avons aussi de nouveau, on en a toujours eu, mais on a de nouveau d'importants projets, de nombreux projets à l'étranger. Parmi tous les projets que vous avez cités, est-ce qu'il y en a un que vous retenez dans votre carrière parce qu'il a été différent des autres, parce que c'était une nouvelle manière pour vous d'approcher un projet, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un projet en particulier que vous ressortez au-dessus des autres ? Non, pas vraiment. Bon, évidemment, la bibliothèque, c'est incontournable. Il y a avant la bibliothèque, il y a après la bibliothèque, mais je dirais ça, c'est vrai pour tout le monde, qui que ce soit. Non, ce qui est intéressant, c'est surtout une chance, une chance dans le sens où c'est presque un destin aussi pour ma génération d'avoir connu l'accès à la commande publique. Les architectes plus vieux que moi n'avaient pas cette chance puisqu'il fallait être Grand Prix de Rome. Moi, j'entre à l'école dans les années 70, donc après 68, et à ce moment-là, évidemment, la commande est très différente à quelques années près. Avant 68, il fallait être agréé par l'État, avoir le Prix de Rome pour accéder à la commande publique. Après 68, donc effectivement, ces listes d'agréments disparaissent et sont remplacées par des concours. Et donc les concours permettent à des jeunes équipes, des jeunes architectes, d'entrer en lice pour pouvoir présenter des projets qui sont des projets publics. Et à l'époque, la commande publique est florissante grâce
entre autres à la politique de François Mitterrand sur les grands travaux, parce que on parle des grands travaux, mais si on parlait des petits travaux, on verrait germer des milliers de petits travaux à la suite des grands travaux. Donc les grands travaux ont été vraiment une espèce de mouvement, si on peut dire, d'initiation, de désir finalement, que se sont mis à partager des villes, des collectivités de moins grande importance que Paris, mais qui ont chacune construit leur musée, leur bibliothèque, leurs piscines, leurs centres culturels, etc. Et donc il y a là une période, un moment incroyable de possibilités qui sont offertes aux architectes, à l'architecture, avec des instances importantes qui je dirais, qui souhaitent et qui encadrent la qualité architecturale, et donc une production large, très très diversifiée, avec aussi des mouvements intellectuels comme les retrouvailles avec la ville, la mise en place du postmodernisme en France, etc. Donc tout ceci se combine à comment dirais-je, à une vivacité d'une certaine façon de l'architecture, une certaine agilité aussi des architectes à intervenir sur tout type de programme. C'est nouveau pour eux. Enfin, pour ma génération, c'était nouveau, tout était nouveau. Donc, pour nous, ça nous changeait pas la vie, c'était notre vie. Aujourd'hui, on se rend compte que nous avons mangé notre pain blanc, comme on dit, à l'époque, et aujourd'hui, le pain est plutôt noir. Mais d'un point de vue bio, le pain noir est meilleur que le pain blanc. Donc, peut-être qu'on ne perd pas complètement au change, si ce n'est que c'est un peu moins enthousiasmant. Avez-vous un matériau de prédilection dans votre architecture et quelle est la place du béton, de la mixité des matériaux? Alors les matériaux, pour moi, sont les matériaux. Donc, quand je dis ça paraît une espèce de la palissade, une espèce de banalité. Non, c'est une logique, dans le sens où les matériaux ont leur propre authenticité. Et donc, lorsqu'on peut utiliser du bois en pleine masse, du béton brut de coffrage, lorsqu'on peut utiliser du métal dans sa dimension vraiment de pleine matière, et en plus inoxydable si possible, ce qui lui donne une dimension pérenne. Donc il y a là vraiment une relation avec les matériaux qui est une relation très franche, très directe et qui est exigeante, parce que ce type de matériaux, quand on les utilise pour eux-mêmes, ça veut dire que les détails d'architecture sont différents. Aujourd'hui, il est de moins en moins pensable de faire des joints creux. Le joint creux est quelque chose qui a à peu près disparu de la circulation. On est dans le bourrage, on recouvre, on cache, on est dans une espèce de maquillage assez maladroit et particulièrement grossier et assez insultant en fait pour le travail qu'est la construction de bâtiments. Et il y a là donc un dévoiement qui s'opère, pas que pour des raisons de non-qualification de ceux qui construisent, pas pour des raisons je dirais d'économie, mais simplement parce que on s'en fout de l'architecture aujourd'hui. Ça n'intéresse personne, l'architecture. C'est vrai. Oui. Oh, quand même. Non. C'est intéressant d'essayer d'identifier les clients, qu'ils soient publics ou privés. Enfin, les clients publics ont, par devoir et même, je dirais, par éthique, une relation personnelle, d'une certaine façon, avec l'architecture, et donc un intérêt également souvent lié à la démocratie, à leur élection. Donc ils sont porteurs, en ce qui concerne la commande publique, d'un certain statut de l'architecture. Dans le monde du privé, vraiment les architectes sont vraiment plutôt bannis, mis à l'écart. Si je parle de la commande privée, si je prends l'exemple du village olympique, aucun architecte n'est cité en ce qui concerne le village olympique.
il y a une quarantaine d'architectes qui ont travaillé sur le village olympique. On ne voit leur nom nulle part. Donc les derniers qui croient en l'architecture, finalement, c'est les architectes aujourd'hui. Oui, faute de pouvoir naviguer, si je puis dire, en équipe avec le maître d'ouvrage, car les bons projets, les projets intéressants, les projets qui en fait durent dans le temps, donc qui finalement ont une certaine résilience, font partie de l'héritage, du patrimoine futur, sont des projets qui sont réalisés de concert avec le maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'un architecte ne fait pas un projet tout seul. Il n'y a pas d'architecte maudit. Il y a des projets qui ne se font pas, qui n'adviennent pas parce que il n'y a pas de client qui le souhaite, et donc il faut qu'il y ait des espoirs au pluriel, pas le désespoir, mais des espoirs partagés entre le client et l'architecte, des engagements qui soient partagés, des projets qui soient partagés. Il y a des engagements qui doivent être partagés, et c'est cette espèce de formidable travail en commun, chacun à sa place, chacun dans son rôle, qui fait œuvre et qui permet de faire œuvre. Aujourd'hui, on est quand même assez loin de ce dispositif. Vous parlez d'œuvre, l'architecture, c'est une forme d'art pour vous? Oui, il y a une dimension esthétique dans la mesure où il y a une dimension il y a une dimension artistique dans la mesure où il y a une dimension esthétique. Il y a une sensibilité. Je veux dire que ça se dessine, ça se mesure à l'œil, ça s'apprécie au toucher, je veux dire, on peut pas, c'est pas un tableau Excel. C'est pas une fiche que l'on remplit. Un bâtiment, ça se compose d'abord de 1000 informations. C'est ce qui est nouveau d'une certaine façon, car la database est de plus en plus large, et donc toutes ces informations, chacune produisent si je puis dire, des pixels architecturaux d'une certaine façon, et c'est cet ensemble-là qui va créer une œuvre dans sa dimension artistique, dans sa dimension économique, sa dimension culturelle, sa dimension sociale, etc. L'architecture étant le lieu de tout, qui convoque toutes les sciences, de la connaissance, et tous les aspects, plus exactement, tous les champs de la connaissance. Voilà exactement ce que je souhaitais dire, c'est-à-dire que c'est le lieu de rencontre de tous les champs de la connaissance. Et pour en revenir à l'opération du Grand Paris Express, quel a été votre rôle? Comment avez-vous abouti à la gare de Gustave-Roussy? Comment se compose-t-elle? Quelle est votre vision architecturale de cette gare? Alors, c'est intéressant, le Grand Paris Express, c'est même très très intéressant. D'abord pour prolonger mon désespoir par rapport à mes espoirs que j'évoquais tout à l'heure, mais mon désespoir concernant le village olympique où aucun concepteur n'est nommé, y compris les paysagistes, et pourtant c'est facile de nommer un paysagiste, c'est tout à fait inoffensif. Tout le monde adore les paysagistes. Donc c'est vraiment troublant que ces centaines de personnes qui ont travaillé à la conception et à la réalisation de l'architecture du village olympique soient ignorées. En ce qui concerne le Grand Paris Express, c'est tout à fait différent. Le Grand Paris Express, d'abord, a une dimension qui touche un territoire habité par 9 millions d'habitants, 10 millions d'habitants. C'est donc un réseau, c'est une infrastructure qui, par définition, est certainement la plus démocratique, car c'est une infrastructure de transport public. Il n'y a pas plus démocratique que le transport public. Donc ça touche tout le monde l'utilise, tout le monde en a besoin, donc il y a là quelque chose qui intéresse le plus grand nombre et qui pose et positionne le Grand Paris Express comme étant un lieu de transformation de la métropole, tant du point de vue de l'urbanisme que du point de vue de l'architecture et que du point de vue des paysages, etc. Donc ça c'est un élément qui est vraiment fondamental. Le village olympique participe à la transformation de la métropole. Il ne change pas la métropole.
il participe à sa transformation. Le Grand Paris Express change la métropole. C'est-à-dire que clairement, on n'aura plus besoin de passer par Paris pour se déplacer dans le Grand Paris. Paris peut être ignoré. Ça, c'est quand même une nouveauté. C'est-à-dire que de tout temps, on était obligé de passer par Châtelet-Les Halles pour aller du nord au sud et d'est en ouest. C'est fini. On pourra circuler et de façon... C'est pas la prolongation de quelques lignes de métro. C'est un nouveau réseau. 200 km de tunnels, c'est plus que les 175 km de tunnels qui existent dans le métro parisien intramuros. Donc on est vraiment dans des projets qui sont des projets de transformation et de fabrication finalement d'une nouvelle espèce qui est le métropolitain, mais pas le métro, la personne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on prend en compte dans la conception de l'ouvrage, toute cette dimension de projet sociétal, de transformation de la société? Alors, on le prend en compte, j'allais dire, au fur et à mesure. Et c'est pour ça parce que au début, ce sont 200 km de tunnels à creuser, ça intéresse personne. Vous voyez rien, c'est sous vos pieds, vous savez même pas où ça passe, vous n'entendez rien. Donc, c'est un projet invisible. Mais petit à petit, le réseau commence à être habité. Et il est habité par de l'architecture, avec un positionnement très intéressant de commande publique, car la Société du Grand Paris, la Société du Grand Paris Express est une société publique, et elle porte donc de la commande publique. Et donc, elle honore les architectes, car elle souhaite, elle attend, elle sollicite les architectes pour qu'ils créent des gares, qui créent donc des architectures de gares. Le réseau et l'infrastructure vont relier ces différentes gares entre elles pour créer finalement une promenade architecturale tout à fait extraordinaire. Mais là, chacun est nommé. Chaque architecte a sa gare, chaque architecte développe un projet pour sa gare, chaque architecte a une identité, est porteur d'une identité pour sa gare, et ceci se double d'une relation avec l'art, où dans chaque gare, il y a un duo, un tandem, un couple, peu importe le terme, d'un architecte et d'un artiste. Et ce duo est quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce que non seulement le Grand Paris Express sera une grande promenade architecturale, 68 gares, donc c'est une balade, mais aussi 68 œuvres monumentale, car on n'est pas dans une galerie d'art, nous sommes dans des gares avec des grands murs, avec des grands plafonds, avec des espaces entre le dedans et le dehors qui sont des espaces de grande dimension, et là où les artistes peuvent faire et installer des œuvres monumentales. Donc la dimension culturelle du Grand Paris Express apparaît petit à petit. Il y a la dimension infrastructure, car il faut que le réseau se mette en place. Il y a la dimension d'une nouvelle relation entre l'architecture et ces espaces de transport. Ensuite, il y a l'installation de ces œuvres d'art comme un grand musée gratuit, car on pourrait aller d'œuvre en œuvre, il y aura des visites qui seront des visites pour découvrir les œuvres du Grand Paris Express, sans passer par Paris. On n'aura pas besoin d'aller au centre Pompidou, ni au Louvre, ni à Orsay, ni au musée d'art moderne. On fera le tour de Paris avec des œuvres monumentales de 68 artistes en prenant le métro. Donc là aussi, il y a un déplacement de l'intervention culturelle sur un espace qui est un espace de 12 millions d'habitants, puisqu'il faut considérer les 10 millions qui gravitent autour de Paris et les 2 millions qui sont dans Paris, qui constituent le Grand Paris au sens géographique du terme. Quelle a été votre relation avec Ivan Navarro, votre tandem dans cette opération? Vous avez travaillé comment? Alors, Ivan Navarro, d'abord, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc, il n'y a pas eu d'imposition de l'artiste vis-à-vis de l'architecte. Les architectes, évidemment, il y a des artistes qui sont identifiés par la fondation du Grand Paris Express, qui porte le projet culturel. Et donc, il y a un collège d'un certain nombre de personnes qui représentent des institutions culturelles, entre autres, et qui identifient un vivier d'artistes, disons. Et dans ce vivier,
ils font des propositions aux architectes pour dire qu'ils ont pensé à tel artiste ou à un autre artiste, etc. Donc il y a des discussions qui s'engagent très simples autour d'un café. On n'est pas en train de faire des compétitions, des propositions, etc. Non, on parle ensemble et petit à petit, l'architecte identifie celui ou celle avec qui il aimerait travailler. Et donc se met en place le début d'une histoire avec Ivan Navarro. C'est un artiste que je connaissais son œuvre, je ne le connaissais pas lui personnellement, mais j'aimais beaucoup. Et ce qui m'intéressait beaucoup chez lui, c'était la question de la no-limite, c'est-à-dire que ses œuvres sont des œuvres qui travaillent avec une espèce de perception à l'infini et qui sont des œuvres lumineuses. Et ça m'intéressait beaucoup parce que lorsqu'on est sous terre, on a toujours l'impression, évidemment, on a toujours ce sentiment d'être enterré vivant, d'une dimension de claustrophobie. Et le fait que Ivan intervienne dans la gare de Villejuif, qui est une gare de grande profondeur, puisqu'on est à 50 mètres de profondeur, je trouvais que c'était intéressant qu'il intervienne au plus bas de la gare pour justement créer un espace dématérialisé grâce à ces installations lumineuses qui vont aussi produire un halo couleur soleil, disons, à 50 mètres de profondeur. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne assez immédiatement entre l'artiste et l'architecte. Bon, je suis allé le voir à New York, dans son atelier, il est venu ici, voilà, il a réparé mon Bruce Nauman, j'avais une pièce de Bruce Nauman qui fonctionnait pas, et lui, Ivan est super doué, évidemment, en ce qui concerne les néons. Cette pièce de Bruce Nauman, c'est un événement dans ma vie, parce que lorsque j'ai eu le Grand Prix d'architecture, je crois, national, je crois que c'est dans les années peut-être 93, on m'a remis une espèce de papier misérable sur lequel il y avait mon nom. J'ai trouvé que c'était quand même particulièrement indigent comme remise de prix. Donc, assez fâché, je rentrais chez moi et sur le chemin, ce soir-là, il y avait l'inauguration de la FIAC. Et donc, je suis allé me balader dans la FIAC et j'ai vu une petite galerie à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu une galerie beaucoup plus importante. Meyer à Los Angeles, bon, c'est une grande galerie. Mais à l'époque, il avait, je sais pas, sa galerie faisait 2 mètres de large. Et Anthony Meyer, un type vraiment extrêmement sympathique, formidable, il avait un néon qui clignotait, qui était un Bruce Nauman. Et donc, on a discuté. Bon, à l'époque, il y a une trentaine d'années de ça, hein, il y a même 30 ans exactement. Donc, c'était abordable, même par un jeune architecte. Donc, j'ai pris ce Bruce Nauman et donc, pour me consoler de mon indigne feuille de remise de prix du Grand Prix national de l'architecture, voilà. Donc, du coup, je vis avec un Bruce Nauman qui reste toujours pour moi une œuvre fétiche par rapport à l'événement, et encore plus fétiche aujourd'hui parce que Ivan me l'a réparé, et Ivan s'est fait une fierté de réparer un Bruce Nauman, Bruce Nauman étant le pape des artistes travaillant sur la lumière, etc. Voilà. Donc l'histoire est belle et c'est pour montrer que ces relations, en fait, elles se mettent en place au travers d'un travail, au travers d'un projet commun, s'il est sollicité et souhaité par le client. Parce que, je veux dire, si la SGP n'avait pas cette volonté d'installer de l'architecture, que les architectes revendiquent leur architecture de chaque gare, que les artistes revendiquent leur œuvre, eh bien, ça ne se passerait pas. Donc le client est essentiel. Voilà. Où sont les clients ? Où sont les clients ? Trouvez-nous des clients. Cherchez les clients. Votre grand désespoir, c'est que l'architecte n'est pas assez reconnu pour son travail. Non, pas du tout. Pas du tout. Mon grand désespoir, c'est qu'il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de public. Donc, il y a eu des périodes où il y avait des clients qui voulaient de l'architecture, qui commandaient de l'architecture, qui étaient chiants peut-être parce qu'ils étaient exigeants, parce qu'ils attendaient de l'architecture. Aujourd'hui, ils sont juste chiants, mais ils attendent pas d'architecture. Ils en veulent pas. Ça les dérange, ça les perturbe, ça les fait réfléchir peut-être à des choses auxquelles ils ne voudraient pas penser. Eh bien,
il faudra quand même faire de l'architecture parce que nous sommes des millions à avoir besoin de lieux qui soient architecturés, de villes qui soient résilientes. Et la résilience, ce n'est pas seulement le biosourcé, c'est aussi la culture, c'est aussi des lieux qui nous parlent, qui ont du sens et dans lesquels on a une certaine sensualité, si je puis dire, à exister. Je vais revenir un petit peu sur la construction souterraine. Vous avez parlé avec la gare, avec cette sensation de claustrophobie. Si je dis pas de bêtises, vous avez écrit un ouvrage sur la construction souterraine, et c'est notamment le cas pour l'université en Corée. Comment est-ce qu'on construit sous terre, justement, comment on construit, quelle est la différence entre construire sous terre et construire quelque chose de visible, comme vous dites, un grand bâtiment que tout le monde va voir. Là, c'est sous terre, je sais pas ce qui se passe, et comment est-ce qu'on construit sous terre? Alors, ce qui est très intéressant dans la construction que nous on appelle groundscape, c'est-à-dire groundscape, c'est un peu le miroir de landscape, c'est-à-dire que c'est le paysage du dessous. Et ce qui est absolument incontournable, c'est ça qui est très, très intéressant, parce que c'est pas négociable. Si vous voulez construire dans le dessous et pas y habiter. L'idée, c'est pas d'habiter en sous-sol. L'idée, c'est d'utiliser le sous-sol pour régénérer, pour faire vivre, pour nourrir la ville, etc., nourrir nos habitations, créer des lieux de prolongement de nos logements, etc. Donc, c'est vraiment un morceau de la ville, mais qui n'est pas indépendante de la ville du dessus. C'est pas un abri anti-atomique. C'est le prolongement de la ville du dessus dans le dessous. Et donc, pour créer ce monde du dessous, si je puis dire, il y a deux conditions qui sont absolument pas négociables. Il faut de la lumière et il faut du vide de l'espace. Et ça, pour un architecte, c'est formidable. La lumière et l'espace. Donc, qui sont des choses les plus immatérielles qui soient. Le vide et la lumière. Bon. Donc, très curieusement, nous qui construisons des objets très physiques, eh bien, ces objets physiques sont conditionnés par des dimensions immatérielles. Et donc, lorsqu'on construit au-dessus du sol, on peut faire des choses diverses et variées. Je dirais, entre guillemets, tout est permis, même les trucs les plus stupides, mais tout est possible. En plus, on peut le détruire assez facilement, donc comme c'est au-dessus. Bon. Dans le dessous, la négociation est tout à fait différente. C'est-à-dire, le sol impose sa présence. Et donc, vous avez à quelques centaines de mètres de distance, des natures de sol totalement différentes qui vont vous permettre de créer des lieux en opposé en termes de volume, en termes d'étanchéité, en termes d'utilité, complètement différents à quelques centaines de mètres près. Donc la notion de précision, de contextualisation est extrêmement stricte. Et c'est ce qu'en fait l'intérêt. Et donc à partir de ces contraintes, on va justement mettre en place des dispositifs qui vont créer des volumes de façon à connecter le dessus avec le dessous. Et cette connexion va s'opérer pas seulement au travers de différents volumes qui vont s'enchaîner les uns aux autres pour créer ni plus ni moins un réseau de vie, mais aussi on va ponctuer ces éléments par l'introduction de la lumière naturelle de façon à marquer les lieux, à permettre de rentrer, de sortir, etc., de les ventiler. La gare de Villejuif est une gare de plein air à 50 mètres de profondeur. La lumière naturelle va jusqu'à 50 mètres de profondeur. Aujourd'hui, tout le monde peut voir que c'est vrai. La lumière naturelle descend. Elle descend de façon naturelle. On n'a pas des objets de conduction, des miroirs ou je ne sais pas quel autre stratagème pour amener la lumière à 50 mètres de profondeur. Elle suit le vide, elle suit l'ouverture de l'espace et elle va jusqu'au niveau des quais. Et donc, c'est pour ça que je l'appelle une gare de plein air à 50 mètres de profondeur. Mais cette gare de plein air, ce qui est intéressant, c'est pas seulement la question de la lumière, mais c'est la question du vide, comme je l'évoquais, en contact avec la surface. Cette gare n'est pas du tout ventilée mécaniquement.
Normalement, on devrait avoir des machineries qui extraient les fumées, qui extraient l'air de façon à ce qu'il y ait une hygiène et aussi des questions de secours en cas d'incendie dans la gare. Non, il y a une ventilation naturelle. Il n'y a pas de machine. Donc ça veut dire que petit à petit, on met en place des expériences et des expertises parce que on n'est pas du tout dans l'utopie. On est vraiment dans l'application de raisonnement et de dispositions qui font vivre le dessous. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de créer des espaces de réclusion ou des espaces d'exclusion. On est en train de créer des espaces complémentaires à ceux qui existent. Et du coup, on crée une notion de densification sans avoir visuellement la présence de bâtiments nouveaux. Donc on est plus dense au même endroit, on est d'une certaine façon plus résilient parce que on se connecte à l'ensemble des réseaux existants, on prolonge le bâtiment, on passe sous les rues, on ouvre sur les places, etc. Donc il y a tout un dispositif qui permet d'activer le dessous. On ne va pas dans des grandes profondeurs. On travaille à 10 mètres, à 12 mètres, à une quinzaine de mètres de profondeur. Donc on est vraiment dans le sous-cutané de la ville. Et cette profondeur-là permet de mettre en place un nouveau réseau. Car l'idée, c'est ça, c'est dire que le livre que j'ai écrit il y a quelques années montre que depuis tout temps, les architectes travaillent avec le sol. Depuis l'Antiquité, il y a des constructions qui sont liées au sous-sol, mais elles sont complètement éparpillées sur la planète. Là, l'idée, c'est que grâce et à cause de nos villes, et à cause aussi évidemment de la planète et du changement qui s'opère sur la planète, la mise en place d'un réseau de lieux qui sont des lieux du dessous crée une nouvelle résilience par rapport à la ville du dessus. Et j'emploie le mot résilience de façon pas du tout innocente, car lorsque j'en parlais il y a encore 2-3 ans, je parlais de la guerre comme étant un élément qui pose problème en termes de résistance de nos métropoles. Aujourd'hui, quand on parle de la guerre, tout le monde y croit. C'est possible. La guerre peut être chez nous, là. Et donc, les métropoles doivent non seulement avoir des dispositions pour accueillir des nouveaux arrivants, mais aussi pour protéger ceux qui sont là, soit d'événements violents, comme je l'évoquais en termes de guerre, de conflits, mais aussi par rapport aux pandémies. On a vécu la pandémie. Aujourd'hui, je veux dire, par exemple, le réseau du Grand Paris Express est un réseau résilient. C'est un réseau qui permet de circuler quoi qu'il arrive, qu'il y ait un tsunami, qu'il y ait une pandémie, qu'il y ait une guerre. Le réseau fonctionne. Le réseau fonctionnera toujours en morceaux, mais le réseau fonctionnera. Donc ces infrastructures, en fait, créent une résilience pour la survie des populations qui sont dans la ville. Est-ce que finalement le projet de la gare de Gustave Roussy, c'est le projet idéal? C'est-à-dire un client public avec un architecte reconnu pour son travail, un artiste et le travail entre le dessous et le dessus. Est-ce que pour vous, c'est le projet idéal? Ah oui, il y a une forme de manifeste de ce point de vue-là. Je ne dis pas que c'est le projet idéal parce que ça devrait être la cause commune. Enfin, voilà. Mais ce qui est idéal, c'est effectivement le dispositif entre le dessus et le dessous. Car c'est un projet de grande dimension, pas seulement parce qu'il est à 50 mètres de profondeur, mais parce que des millions de personnes vont utiliser cette infrastructure pour aller à l'hôpital, pour aller dans le nouveau quartier, pour circuler autour de Paris, etc. Et donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement une dimension de démonstrateur. C'est-à-dire que une fois que Villejuif sera en fonctionnement, on ne pourra plus dire oui, on va pas construire à 50 mètres de profondeur. On aura fait la démonstration que c'est non seulement possible, mais que c'est même intéressant, que ça a même des qualités et que ça permet d'élargir d'une certaine façon le champ disciplinaire de l'architecture. Aujourd'hui, l'architecture s'arrête au niveau du sol.
on ne vous pose jamais la question de ce qu'il y a en dessous du sol. Alors que petit à petit, se met en place, à Paris entre autres, mais aussi dans d'autres grandes villes, l'idée d'une cartographie du dessous. Le dessous, il n'y a pas de PLU du dessous. Personne ne sait ce qu'il y a dessous. Et donc, le fait de cartographier le dessous permet petit à petit de mettre en place une data qui va, comment dirais-je, relier, connecter différentes infrastructures entre elles et créer en fait petit à petit une économie. Car en fait, on pense que la ville du dessus, c'est cher, mais en fait non, c'est la ville du dessous, ou tout au moins les infrastructures du dessous. Les infrastructures de transport, les infrastructures d'égout, d'électricité, d'eau, etc. Enfin, les parkings, etc. Toutes ces infrastructures, avec les fondations, etc. Tout cet ensemble qui est dessous a un coût non négligeable. Et l'idée que l'on poursuit, c'est que ces investissements qui sont très importants, aujourd'hui, on énonce le prix de 36 milliards pour le Grand Paris Express. Ce sont des chiffres abstraits. Certainement, dans 20 ans, on aura dépensé 50 milliards pour ce réseau avec l'ensemble des quartiers. Mais c'est pas du tout hors de prix par rapport à une ville de 12 millions d'habitants. Donc, mais par contre, ça représente des investissements très importants et ils sont en dessous presque invisibles. Et donc, le travail que l'on développe, c'est de dire, mais mutualisons nos investissements, mutualisons les réseaux, mutualisons les projets du dessous pour qu'ils forment réseau et qu'ils, petit à petit, deviennent eux aussi une planification, une cartographie, et qu'ils soient à nous, puisque c'est nous qui payons tous ces réseaux, qui majoritairement sont des réseaux globalement publics. Et pour revenir un petit peu sur votre grand projet, on va dire, d'actualité française, en tout cas le village des athlètes, est-ce que vous aviez imaginé un village des athlètes avec une construction en dessous? Je veux dire, est-ce que vous aviez imaginé faire un vrai espace en dessous de ce village des athlètes? Oui et non. C'est-à-dire que le village des athlètes, c'est un... D'abord, moi, je suis l'urbaniste. Je n'ai construit aucun bâtiment dans le village olympique. Par contre, c'est moi qui suis effectivement le concepteur de l'urbanisme du village olympique. Il y a plusieurs éléments qui sont en relation avec le dessous, mais qui ne sont pas, qui s'inscrivent pas dans l'idée de creuser. Par contre, ça s'inscrit dans l'idée de retrouver le sol naturel, parce que cet endroit était en grande partie, en majorité, occupé par des usines. Ces usines avaient leur mode de production et avaient créé des plateformes en béton partout, si on peut dire, pour que leur process soit le plus efficace, leur process industriel soit le plus efficace possible. Et donc le sol naturel avait disparu. Alors que ce sol naturel est très intéressant parce qu'il y a quand même une rivière qui s'appelle la Seine. Et donc, comme toute bonne rivière, le long de la rivière, en général, le sol descend vers la rivière. Et c'est le cas. Donc à Saint-Ouen comme à Saint-Denis, il y a une déclivité entre Pleyel et les bords de Seine, une quinzaine de mètres, 16 mètres, même un peu plus à certains endroits. Et donc cette déclivité, on l'a réinstallée. C'est-à-dire que ont disparu tous les sols qui étaient étanches, a été mis en place, si je puis dire, ces pentes, et même des pentes douces, parce que tout le travail sur l'accessibilité universelle, c'est-à-dire des pentes toujours à 4%, accessibles pour tous dans tout le village, c'est un travail que l'on a fait, mais collé, si je puis dire, au sol naturel et au mouvement naturel du sol tel qu'il a existé il y a un peu plus d'une centaine d'années. Donc ce n'est pas du groundscape au sens de creuser, mais c'est du groundscape au sens de retrouver le sol naturel sur lequel le village s'installe, avec la déclivité, avec les jeux de déclivité, en créant des sortes de socles, si on veut, sous les différents bâtiments, socles actifs, avec des différents services, équipements et autres fonctions, qui sont des fonctions urbaines, de bord de rue et de quartier. Et donc,
ce dispositif, c'est aussi l'idée d'aller vers le bord de l'eau, donc les retrouvailles avec la Seine, mais aussi avec un quartier qui est très qui est très intéressant du point de vue de son orientation géographique. En effet, le village olympique descend vers la Seine et va vers l'ouest. Ce n'est pas rien de dire ça, parce que ça veut dire d'abord que le soleil rentre profondément dans tous les axes perpendiculaires que l'on a tracés, les rues, les places, les allées qui sont perpendiculaires à la Seine et qui développent en fait le tissu urbain du village, mais surtout le vent, parce que le vent vient d'ouest. Et donc le vent majoritaire est un vent d'ouest en Île-de-France. Et donc le vent vient de l'ouest, se rafraîchit en passant sur le premier bras de la Seine le long de l'île Saint-Denis, le deuxième bras de la Seine, et va monter, évidemment, va suivre la pente et monter entre ces perpendiculaires, si je puis dire, que développe le village olympique. Donc ça, c'est des notions vraiment d'écologie passive, de développement environnemental passif. Ça nous est donné, c'est gratis. Gratos, les garçons, gratos, les filles, hein, d'accord ? Et ça, c'est quand même la base d'un projet urbain. C'est-à-dire, oui, on va faire des économies avec des boucles, avec des capteurs solaires, avec, je sais pas, avec beaucoup de dispositifs, tous aussi intéressants les uns que les autres, mais on commence par quoi ? On commence par l'inscription dans le sol, sur le sol, dans la géographie. Et ce que je dis là, c'est pas révolutionnaire. Enfin, mes grands-parents, entre autres paysans et arrière-grands-parents, c'est la première chose qu'ils faisaient lorsqu'ils implantaient leur bergerie ou leur verger. Enfin, la première chose qu'ils faisaient, ils s'orientaient par rapport à la géographie. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous est donné, que l'on a perdu et qu'il faut retrouver. L'un des grands enjeux du village olympique, c'est l'héritage, c'est-à-dire l'après Jeux olympiques. On sait que vous avez parlé de la pandémie tout à l'heure. Les gens ont totalement revu leur image du logement. Aujourd'hui, on rêve encore plus d'une maison individuelle avec un jardin et un quartier aéré avec des zones de verdure. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte dans la conception de cet espace, l'héritage? Vous parlez de ces conditions climatiques qui viennent rafraîchir les bâtiments. Est-ce que c'est quelque chose qui était important pour vous au moment de la conception ? Oui, c'était très important parce que d'abord, il y a des témoignages sur le site en termes d'héritage. Il y a 2 bâtiments, la halle Maxwell, qui est un bâtiment donc industriel, qui est pas mal, avec une architecture très linéaire de bord de rue. On l'a développé le long d'une rue. Et surtout, ce que moi j'appelle le cœur du village, qui est la Cité du cinéma, qui elle aussi est un bâtiment patrimonial avec toute une architecture très puissante qui est liée à la production, entre autres, d'électricité et à la production d'un certain nombre de machines liées à la production d'électricité. Donc il y a sur le site déjà des témoignages de l'histoire industrielle de Saint-Ouen et de Saint-Denis. Ensuite, il y a la question de l'héritage au sens du legs. Et donc, ça, c'est aussi un élément intéressant parce que si on interviewe ceux qui ont porté le village du point de vue public, ils ont fait leur job. Ils ont livré le village dans les temps, ce qui est quand même en général rare, et dans les budgets, ce qui est encore plus rare. Bon, donc, good job. Bien. Great job, je ne sais pas. Parce que l'héritage, c'est pas délivrer un tableau Excel avec un équilibre financier. L'héritage, c'est lié à l'hérédité. C'est-à-dire, quels sont les traits héréditaires que installe le village dans ses quartiers. C'est, comme je le disais, les retrouvailles avec la Seine. Bien. C'est également une notion de réversibilité qui nous est imposée par le programme olympique, puisque tous ces logements, ces bureaux, tous ces espaces sont morcelés pour accueillir les 15 000 athlètes ou 14 000 athlètes qui vont habiter le village pendant 15 jours pour les uns et les Paralympiques 15 autres jours un peu plus tard pour les autres. Donc
il y a une notion de réversibilité. Ça, c'est intéressant. Ça fait partie de l'héritage, dans le sens où si on pouvait considérer que cette réversibilité qui est possible pour la famille olympique, pour l'accueil de la famille olympique, on la retrouve aussi pour l'évolution du village, tant du point de vue des usages que du point de vue social. Et donc, ça, c'est quelque chose qui serait intéressant de poursuivre, pas pour que le village, tous les 4 ans, change de tissu social, mais pour que le village ait cette capacité à se refonder sur lui-même, à évoluer d'une façon diverse en fonction de l'évolution des populations à Saint-Denis et à Saint-Ouen, et donc que ce village ait une forme d'hospitalité dans le futur. Également, en termes d'hérédité, il y a quand même un visage à ce village. Et encore une fois, le visage de ce village, ce n'est pas seulement l'architecture qui a été réalisée ces dernières années, c'est la Cité du cinéma. La Cité du cinéma est un lieu qui est au cœur du village, dans une structure qui permet, avec une très grande nef, très belle nef. Au passage, je cite que cette nef, c'est le double de la longueur de la nef de la Tête moderne à Londres. Donc ça donne une dimension à cette nef. Et cette nef est un formidable passage couvert pour accueillir des événements et également pour aller à l'abri du centre du quartier jusqu'au bord de l'eau. Et donc ça, c'est l'héritage aussi. C'est-à-dire la capacité que les collectivités, l'État et d'autres qui s'intéressent à la fabrication et qui sont les acteurs de la transformation de la métropole, pour eux, c'est un terrain de jeu extraordinaire pour mettre en place justement, je sais pas, des projets sport, culture, des nouveaux types de production, etc. Donc il y a là une dimension que moi j'appelle héritage, qui est liée à ce dont on hérite. Et ce dont on hérite, c'est tout le dispositif effectivement urbanistique, tous les programmes architecturaux, mais c'est aussi le déjà là. Et ça, je pense que ce n'est pas encore perçu. Mais je perds pas espoir, parce que la Cité du cinéma, pour moi, c'est un enjeu très important en termes de visage. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Le visage du village, c'est la Cité du cinéma. La Cité du cinéma, c'est l'identité du village olympique. Un programme comme le village olympique, on aurait pu très bien l'imaginer à Marseille, à Bordeaux ou à Lille. C'est un programme très, très bien fait, de logement, c'est une ZAC. Donc on connaît les ZAC, toutes les grandes métropoles en ont et en développent, mais ce qui fait identité, c'est la scène et c'est la Cité du cinéma. Et donc c'est cela qu'il faut porter, et c'est cela qu'il faut, je dirais, mettre en route grâce aux Jeux Olympiques, parce que lorsqu'il va y avoir les caméras du monde entier qui vont filmer les 3500 places de restaurants qui vont être installées sous la nef de la Cité du cinéma, c'est ce qui va permettre de servir plus de 17 000 repas par jour, eh bien, je pense que tout le monde aura compris que la Cité du cinéma est un lieu exceptionnel, que la Cité du cinéma est le cœur d'un quartier et qu'il faut s'emparer de la Cité du cinéma à la sortie des Jeux, pour que ça devienne le cœur battant de ces quartiers qui font partie de la transformation de la métropole et portés par des villes comme Saint-Denis et Saint-Ouen. Pour revenir au Grand Paris Express, vous êtes commissaire de l'exposition à la Cité de l'Architecture, Métro Grand Paris, Société du Grand Paris en mouvement. Pouvez-vous nous parler de cette exposition? Qu'avez-vous voulu exprimer dans cette exposition? Quel a été votre rôle? Alors le titre exact. Ah, voilà, pardon. Non, mais c'est Métro, point d'exclamation, oui, la métropole en mouvement. Et donc, ce que l'on a voulu réaliser, c'est, si on peut dire, une forme d'épiphanie. C'est-à-dire que c'est un grand projet qui concerne des millions d'habitants, des millions de personnes, aussi bien ceux qui vivent sur ce que moi j'appelle le Grand Paris au sens géographique, c'est-à-dire la région Île-de-France, et ceux qui viennent dans cette région pour y travailler, pour la visiter, etc. Et donc, ce qu'on a cherché à mettre en place, c'est une tentative de révéler ce grand projet, qui est totalement inconnu.
les gens ont en bas de chez eux un chantier, c'est le chantier du métro. Mais vous leur posez la question, ils ne savent pas que cette station est reliée à une 60aine de stations. Donc il y a en fait une non-perception aujourd'hui de ce projet, de l'intérêt de chacun à connaître ce projet, puisque chacun va être amené à l'utiliser. Et donc avec Jean-Marc Hoffmann, on a développé une partie historique dans l'exposition pour dire ce n'est pas un nouveau transport in abstracto. Non. Ce transport a si je puis dire, sa géométrie, son tracé, mais ce tracé est en relation avec l'histoire du métro. Et c'est pour ça que la première partie de l'exposition est une partie historique qui présente le métro et les travaux du métro. Et on voit que même s'il y a eu évidemment une très forte mécanisation en ce qui concerne les travaux d'infrastructure, si je puis dire, le raisonnement, l'origine est vraiment la même à quelques siècles de distance, disons. Donc il y a là vraiment une racine avec l'histoire, avec le métropolitain parisien. Également, ce que l'on a voulu montrer avec Francis Rambert, c'est que lorsque le projet de transport sort du périphérique, c'est-à-dire du Paris intramuros, il prend des formes et surtout une forme de réseau qui est différente. Et c'est ce réseau qui va, d'une certaine façon, permettre les futures connexions avec la grande boucle que installe le Grand Paris Express. Donc, ce que l'on cherche à montrer, c'est que le nouveau métro est dans le prolongement des modes de transport qui existaient. Mais ce que l'on cherche à montrer aussi, évidemment, on présente différentes typologies de gares, les gares de grande profondeur, les gares qui sont aériennes pour certaines, des gares qui sont liées à la nature, etc. Enfin, il y a une typologie qui est assez grossière, mais qui permet de présenter quelques gares emblématiques, car on ne pouvait pas présenter la 60aine de gares dans leur ensemble pour différentes raisons. Certaines sont presque achevées, d'autres sont en cours de travaux, d'autres sont juste en études, d'autres sont en appel d'offres. Mais on a cherché à donner une espèce de physionomie assez la plus juste possible de la diversité de ces gares et de la présence de ces gares dans la carte du Grand Paris. Et tout ceci prend sa fin, si je puis dire, en termes de parcours d'exposition, en termes de conclusion, avec une grande carte numérique où on voit le développement des réseaux de transport depuis la mise en place du métro à Paris. Et donc, il y a non seulement métro, RER, etc., mais il y a aussi toutes les autres gares qui apparaissent, des gares de vélo, des gares de bus, etc. Et dans la décennie dans laquelle nous sommes, il y aura 160 nouvelles gares sur ce territoire qui vont apparaître et qui vont être connectées les unes avec les autres. Que ce soit, encore une fois, le vélo, que ce soit le bus, que ce soit le métro, le RER, etc., etc. Donc on est vraiment dans un projet absolument unique de par le monde qui est de par sa dimension, certainement, parce que on parle quand même d'une métropole de 12 millions d'habitants. Ce n'est pas une mégalopole, mais c'est déjà une métropole d'une certaine dimension. Donc Paris métropole, mais aussi d'un projet qui cherche à connecter les différents réseaux entre eux, les différents modes de transport entre eux, pour créer petit à petit le même maillage que celui qu'on connaît dans Paris, qui est extraordinaire avec le métro. Voilà, donc on sent apparaître petit à petit cet espoir, cette utopie d'avoir à moins de chez soi, à moins de 300 mètres de chez soi, une gare, quelle qu'elle soit, encore une fois, qui vous permette d'aller de point en point sur l'ensemble du territoire du Grand Paris, c'est-à-dire de la région Île-de-France. C'est une exposition qui durera jusqu'à peu près début juin, c'est ça ?
Oui, mais j'ai quelques espoirs secrets puisque le président de la République a souhaité que l'ensemble des musées restent ouverts pendant les Jeux Olympiques. Et donc, j'ai l'espoir secret, j'espère que c'est pas si secret, mais que l'exposition sera prolongée jusqu'en septembre, ce qui serait formidable parce que ça permettrait pendant les Jeux Olympiques d'accueillir des visites sur justement ce grand réseau qui d'une certaine façon est mis en valeur par l'arrivée des Jeux Olympiques, par l'événement olympique. Et moi, je dirais, enfin, je suis presque sûr qu'après les Jeux Olympiques, tous les gens diront c'est grâce aux Jeux Olympiques qu'on a le Grand Paris Express. En tout cas, c'est une exposition qu'on vous recommande puisque Muriel et moi, nous y sommes allés. Nous avons trouvé ça super, Muriel. Ah oui, vraiment, c'était super intéressant. On était au vernissage, c'était incroyable. Il y avait un monde, c'était totalement fou, quoi. Ouais, non, mais elle est bien. Il y a les œuvres d'art et il y a les artistes qui sont présentés avec les gares. C'est vraiment très, très intéressant. Non, c'est vraiment un projet exceptionnel exceptionnel de par sa nature même, mais de par la documentation. C'est la documentation, l'ingénierie, les dessins qui sont produits pour construire ces gares, les dessins des ingénieurs, les dessins des entreprises, les dessins des architectes, les dessins des artistes, les dessins des paysagistes, tout le design. Enfin, c'est extraordinaire. On pourrait construire presque un musée rassemblant l'ensemble des archives de ce projet, et ça serait très très intéressant, car il y a des façons de faire, il y a des développements. Enfin, c'est vraiment un trésor. Et j'ai une dernière question pour terminer ce riche interview. C'est sur cette notion d'héritage. Est-ce qu'il y a une part de fierté en vous, justement, d'avoir transmis l'héritage de ces magnifiques ouvrages et œuvres architecturales, donc qui sont la gare Gustave Roussy, la bibliothèque François Mitterrand et puis tous vos projets à l'international? Est-ce qu'il y a une part de fierté de laisser cet héritage dans les métropoles, dans la société et pour les usagers en général? C'est pas de la fierté. C'est-à-dire que cette idée d'héritage, elle fait partie de la création. C'est-à-dire que de penser plus qu'un bâtiment, plus qu'une infrastructure, de penser à un lieu qui va assembler paysage, architecture, infrastructure, etc. Donc de penser à un lieu, c'est déjà faire œuvre de mettre en place un héritage pour le futur. Parce que il y a pas d'héritage aujourd'hui avec la vision que l'on a de l'histoire. On n'est pas dans la conservation, on n'est pas dans les monuments historiques. C'est-à-dire que ce dont on parle d'un héritage au sens du legs, c'est-à-dire le projet que l'on va faire, on va le donner. On fait don du projet, on le donne, on le lègue. Et c'est cette dimension-là qui est vraiment, je dirais, la seule intéressante pour un architecte. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais donner autour, grâce, à cause du projet sur lequel je suis en train de travailler, que je suis en train de mettre en place. Quel est le don que je puisse faire grâce à l'architecture, à la ville, au quartier, à l'habitant, à celui qui va, quelle que soit la dimension. On n'est pas, parce que là on parle de grands projets, mais c'est pas une question de dimension. La question, c'est la spécificité du projet. Et la spécificité du projet, c'est en fait, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'hérédité qui va être léguée. Et plus le projet sera spécifique, plus il fera partie de notre héritage commun. Merci beaucoup, Monsieur Dominique Perrault, d'avoir accepté notre interview. C'était une vraie fierté et un vrai honneur pour nous de vous avoir sur notre série de podcasts. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci à vous. Écoutez, ça m'a permis de faire un petit voyage au travers de ces quelques années. Donc, mais on se revoit dans quelques temps parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Surtout dans 4-5 ans, on a beaucoup de projets qui devraient compléter le panorama. Eh ben, merci Muriel d'avoir été avec moi. Merci encore Dominique Perrault. Et puis vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes nos plateformes ainsi que toutes nos autres émissions, Tandem, Béton d'antan, Parole 2. Merci de nous avoir écoutés, et je vous souhaite une très bonne soirée.